Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez peut-être, ce dimanche 24 septembre se déroulait l'élection sénatoriale. Cette élection possède deux caractéristiques un peu étranges. La première est que le Sénat n'est renouvelé que par moitié. En fait, c'est juste qu'un mandat de sénateur ça dure 6 ans et que l'élection a lieu tous les 3 ans. Ce dimanche, ce fut les départements de numéro 36 à 67 qui ont été amenés à renouveler leurs sénateurs, ainsi que la moitié des départements d'outre-mer. En 2020, ce sera donc tous les autres, dont nous, les Bouches-du-Rhône. La deuxième caractéristique de l'élection sénatoriale, c'est que les sénateurs ne sont pas élus directement par nous, les citoyens, mais par ce que l'on appelle des grands électeurs. Non, en fait, ce sont simplement des élus locaux et des parlementaires, qui sont composés en fait à 95% de conseillers municipaux. Dans le jargon, on appelle ça une élection au suffrage indirect. On élit des personnes qui vont à leur tour élire les sénateurs. Ce qui est très original avec ces grands électeurs, c'est qu'ils ont l'obligation d'aller voter, sous peine de payer une amende de 100 €, sauf s'ils ont une excuse valable. D'ailleurs, que pensez-vous de rendre le vote obligatoire pour tous? Ça pourrait être une idée, non? Si vous avez des idées sur ce sujet, n'hésitez pas à le laisser en bas en commentaire dans la vidéo. À présent, comme le Sénat a une vie passée un peu tumultueuse, il est intéressant d'en faire un petit rappel historique. Dès la création du Sénat en 1795, on a cherché à réunir un groupe de personnes expérimentées, relativement âgées, que l'on pourrait presque qualifier de sages. En revanche, il va mettre beaucoup de temps à trouver la place qui est la sienne aujourd'hui, en passant par 3 phases bien distinctes. Phase 1, le Sénat Made in Napoléon. En 1799, Napoléon crée le Sénat conservateur. C'est la première fois que le nom Sénat apparaît. Phase 2, un Sénat puissant. Entre 1875 et 1940, les sénateurs ont autant de pouvoir sur les lois que les députés. Ce qui est un problème, puisqu'en cas de désaccord entre les deux assemblées, la situation elle est totalement bloquée. Phase 3 du Sénat, un Sénat trop faible. Pour éviter cette situation de blocage, on décide de créer en 1946 un Sénat beaucoup plus faible, mais que l'on appellera même plus Sénat, mais Conseil de la République. Trop puissant, trop faible, le Sénat trouve enfin son équilibre en 1958 sous notre 5e République. Il devient alors un organe très important de notre démocratie. D'ailleurs, la dernière personne qui a voulu le supprimer n'était autre que le général de Gaulle. Mais les Français, par référendum, ont dit non à la suppression du Sénat et le général de Gaulle a dû démissionner de la présidence de la République. Nous allons voir à présent comment fonctionne le Sénat aujourd'hui. Le Sénat fait partie du pouvoir législatif qui a pour but de voter les lois. C'est une sorte de contre-pouvoir de l'Assemblée nationale. En effet, l'article 45 de la Constitution précise qu'un texte doit être examiné successivement par l'Assemblée nationale et le Sénat. Un texte sera alors définitivement adopté lorsque le Sénat et l'Assemblée nationale aura voté le texte dans les mêmes termes exacts. En fait, ils se renvoient le texte mutuellement jusqu'à arriver à un point d'accord. C'est ce que l'on appelle la navette parlementaire. Si les deux assemblées n'arrivent pas à se mettre d'accord, le Premier ministre va convoquer ce que l'on appelle une commission mixte paritaire. Il prend 7 membres du Sénat, 7 membres de l'Assemblée nationale et il tente de les concilier. Et si l'entente n'arrive toujours pas à être trouvée, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Nous allons voir maintenant, à mon sens, quelles sont les deux principales caractéristiques du Sénat. La première, c'est l'article 24 de la Constitution qui la précise. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales. La deuxième grande caractéristique du Sénat, à mon sens, est qu'il dispose d'une stabilité politique. En effet, les membres sont âgés, sages, et de plus, ils n'ont pas de responsabilité politique devant les électeurs. Ils ont également beaucoup plus de temps pour travailler les textes que les députés. Lorsque l'Assemblée nationale donne un texte au Sénat, celui-ci va le corriger. On appelle ça faire des amendements. On peut noter une disposition plutôt étonnante de la Constitution. En effet, lorsque le président de la République vient à mourir, c'est alors le président du Sénat qui va le remplacer et exercer la présidence de la République. Enfin, parlons brièvement des indemnités d'un sénateur, sachant qu'il y a énormément de fantasmes à ce sujet. Un sénateur gagne exactement 5 423 € par mois. Certains, du fait de leur responsabilité particulière, perçoivent des indemnités supplémentaires, comme le président du Sénat. Pour conclure, lorsque certains veulent supprimer le Sénat, il me semble personnellement qu'il joue un rôle fondamental dans notre vie démocratique. Il stabilise la vie politique et exerce un réel contre-pouvoir de l'Assemblée nationale. De plus, comme on l'a vu, les sénateurs ont du temps. Or, dans une société où tout va plus vite, il me semble que c'est une très bonne chose. Bon, cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère que vous avez un peu mieux compris toutes les subtilités du Sénat. Si vous souhaitez préciser les choses, donner votre avis, n'hésitez pas à le faire sur la vidéo ou sur la page Facebook. Bon, mais il est temps de se dire au revoir et de se retrouver pour une prochaine vidéo. Et si vous avez un peu de temps, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Ciao!